Ouais. puis en Espagne, c'est vous qui êtes les délégués Tout à fait. du pouvoir à ces pré-dialogues. On peut parler d'un blocage déjà consommé. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens ont cité les accords d'Addis Abeba ou même la résolution du Conseil de sécurité en relation avec ces accords. Ensuite, il y a eu une revendication à la fois de l'opposition, d'une grande partie de la communauté internationale, mais en même temps de la société civile, pour qu'un dialogue se tienne afin de préparer le troisième cycle électoral dans des conditions et qui, effectivement, prévoit la sincérité des résultats, la transparence et tout ça selon les standards internationaux tels qu'ils sont reconnus. Alors, c'est pour cette raison qu'effectivement, tenant compte de cette revendication, le président de la République a procédé à des consultations des forces politiques et sociales. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont défilé à la présidence de la République. Mais vous ne pouvez pas entendre les formations politiques et sociales et laisser la première force de l'opposition, quand même. Hein, l'UDPS est la deuxième force politique de notre pays, après le PPRD. Par conséquent, on ne pouvait pas ne pas l'entendre. C'est pour cette raison que le leader de l'UDPS lui-même réclamant le dialogue politique avant l'organisation des élections qui vont venir bientôt, et il fallait nécessairement nouer le contact avec lui pour voir ensemble de quelle manière, comment l'UDPS conçoit l'organisation de ces élections. C'est pour cette raison qu'une délégation de la majorité a rencontré les délégués de l'UDPS dans un premier round à Vienne, en Italie, et dans le second round à Ibiza, en Espagne. On a choisi ces deux sites pour une question de sérénité, à l'abri de tous les regards, pour qu'on discute de manière posée et de manière sérieuse. Alors, je peux vous dire que le but de ces entretiens, c'était d'abord l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes selon les standards internationaux. Mais en même temps, pour préparer ce dialogue, il fallait d'abord convenir du format du dialogue, ensuite les modalités de convocation de ce dialogue, et puis ensuite les termes des références par rapport au comité préparatoire du dialogue et le comité de suivi. Lorsqu'on aura adopté les recommandations, comment faire appliquer ces recommandations? Il fallait un comité de suivi. Et puis enfin, il fallait préparer l'ordre du jour qui se consisterait particulièrement à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. Ça, c'est extrêmement très important. Les nouveaux majeurs. En vue de préparer le nouveau fichier électoral, effectivement. Parce que le fichier actuellement, je crois qu'il est complètement inadapté. Donc il fallait un nouveau fichier électoral. Et tout ça nous conduira à l'élaboration, évidemment, d'un nouveau calendrier par la CENI. Alors, tous ces points étaient des points d'accord avec les délégués de l'UDPS. En tout cas, les négociations ont eu lieu dans un climat de courtoisie, de respect mutuel, et on a appris d'ailleurs à se connaître. Et puis, les discussions étaient très avancées, et puis on peut dire qu'à 90%, et on avait trouvé les points d'accord. Il restait certains points en suspens. Et qu'est-ce qui vous a divisé? Nécessitait qu'on consultât nos leaders respectifs. Alors, on s'est donné quelques jours pour réconsulter nos leaders respectifs et revenir 3 jours plus tard. Donc, ce week-end, on aurait dû se retrouver dans un nouveau site pour conclure. Mais puis, patatras, effectivement, il y a eu ce communiqué de l'UDF qui nous laisse vraiment dans l'embarras et on n'a pas du tout compris. Mais en tout cas, nous restons convaincus que le dialogue doit se tenir et que pour nous, ce serait vraiment très utile que l'UDPS participe à ce dialogue parce que c'est la force politique la plus importante de l'opposition. Et comme on veut un dialogue inclusif, l'UDPS reste ouverte au dialogue. Mais la majorité reste ouverte et nous pensons que c'était peut-être une chute d'humeur, mais ça peut être aussi le résultat d'un conflit d'influence au sein de l'UDPS. On saura très bientôt, parce que beaucoup d'ailleurs de délégués avec lesquels on a discuté à Vienne et à Ibiza sont un peu désarçonnés et ne comprennent pas pour quelles raisons ce communiqué a été publié. Donc nous restons, et dans les contacts informels, nous avons constaté que les liens ne sont pas rompus
définitivement et qu'on va nécessairement se retrouver incessamment. Vous n'avez pas évoqué, par exemple, le partage des responsabilités? Non, écoutez, pour l'instant, nous ne pouvons pas anticiper sur le résultat du dialogue. Ce qui nos négociations, c'est comment préparer le dialogue. C'est d'abord ça. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait à tout prix voir la première force de l'opposition. Alors, c'est dans les cas de dialogue que tout ça sera passé en revue. Merci Léonard Séoki Tondou. Les liens ne sont pas rompus. L'UDPS reste ouverte au dialogue qu'elle appelle de tous ses voeux. Le PPRD ou le camp de la majorité est également favorable à ce dialogue. C'est qu'il n'y a pas péril en la demeure, même si le pré-dialogue a été suspendu. Merci. Vous voyez, je crois que c'est peut-être le mot qu'il faut utiliser. Ah, voilà. Je crois que le pré-dialogue a été suspendu, mais nous sommes vraiment convaincus que le fil du dialogue sera repris et que nous pourrions cette fois-ci conclure en bons termes pour la tenue de ces dialogues que tout le monde attend, c'est la volonté générale, même s'il y a quelques personnes qui sont opposées, mais en tout cas la majorité des forces politiques et sociales qui ont été consultées par le chef de l'État soutiennent ces dialogues et il doit se tenir parce que, comme vous savez, dans l'histoire de notre pays, dans des contextes pareils, pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut que tous les Congolais se retrouvent autour d'une table pour préparer l'avenir de ce grand pays. Voilà, merci Léonard Séoki Tondou. La suite des événements, nous attendons, nous suivons depuis près ce qui se passe dans la classe politique congolaise. Et voilà, on prend le deuxième invité. Bonsoir. Et puis à la prochaine. Orao, il est là. Cette boîte a fait de l'Afrique un village. Ma solo est changé. C'est-à-dire Tchad, Azaliao, Maroc, Azaliao, Nigeria, Azaliao. Au niveau que j'écoute Afrique à côté, Afrique du Sud, Azaliao. C'est grâce à Orao. Yangonde, je recommande aux Africains, au peuple du monde entier, de rentrer dans Orao, condensé africain. Congo Kutu Kolobate, démission et ton américain, Olingini RTGA, Azaliao. Olingini. Avec cette box, retrouvez Casarima à la télévision. www.cmoincongo.com. C'est ici que vous trouverez l'actualité socio-culturelle en RDC. Séoki Tondou, bonsoir. Bonsoir. Ça chauffe dans la classe politique. On commence par l'actualité avant de rentrer en Italie et en Espagne pour parler du pré-dialogue. D'abord, Kamitatou Elumbi out. Nous pouvons dire que l'impunité, finalement, n'a plus droit de citer au sein de la majorité présidentielle. Absolument, surtout que ça a trop tardé, vous savez, parce que là, vraiment, c'est une véritable récidive. Vous ne pouvez pas appartenir à une majorité présidentielle comme la nôtre et se comporter comme ils ont fait, surtout pour des personnalités qui sont considérées comme de hauts cadres même de la majorité présidentielle. Et parmi les personnes révoquées, je vous rappelle qu'il y a une personnalité qui occupe une place stratégique au sein de l'État. Le conseiller spécial du chef de l'État. Avez-vous vu dans un pays un conseiller spécial rester en fonction alors qu'il est dans l'opposition face à celui qu'il est censé devoir conseiller? Il y a un problème. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il était grand temps, il fallait vite frapper et frapper fort. Et ça, je pèse mes mots. Ensuite, notre ami Olivier Kamitatou, quand même le ministre du Plan, monsieur pour lequel, d'ailleurs, personnellement, j'ai beaucoup d'estime. Mais alors là, franchement... Ce n'est pas aujourd'hui au début d'une véritable guerre, maintenant au sein de cette majorité. Mais poser la question, c'est y répondre. Effectivement, en plus, un courrier
des membres de la majorité présidentielle ou des membres de la majorité présidentielle appartenant par-dessus le marché au bureau politique de la majorité présidentielle qui adressent un courrier au chef de l'État et ils adressent copie même aux étrangers, à des organismes internationaux. Où est-ce qu'on n'a jamais vu ça? C'est quand même terrible. Donc là, franchement, on n'appartient plus à la majorité présidentielle. Quelles leçons vous tirez de cette alliance, apparemment, qui commence à produire des effets très néfastes? Mais écoutez, il y a quand même une présomption de bonne foi lorsque certaines personnes veulent appartenir à une majorité présidentielle, veulent apporter leur concours à une personnalité qui incarne une force politique dans le pays en vue de la réussite de cette personnalité autour d'un véritable programme. Écoutez, l'adhésion, c'est d'abord la présomption de bonne foi, sauf si vous avez des événements tangibles qui vous permettent de faire la démonstration contraire. Une adhésion opportuniste quand même. Dans les cas d'espèce, ce sont des gens qui ont mené campagne pour soutenir le président de la République lors de la campagne présidentielle afin qu'il soit président de la République. Donc on n'avait aucune raison de les suspecter d'autre chose. Alors mais maintenant, à travers les deux courriers précédemment adressés au chef de l'État et puis ensuite celui-ci, alors que beaucoup de réunions ont été organisées pour qu'on trouve un compromis, et le chef de l'État d'ailleurs a été très patient parce que tenant compte de la majorité, de la cohésion au sein de la majorité, je crois qu'il voulait que les intéressés fassent amende honorable. C'est ce que nous avons cru depuis tout ce temps et on a cru qu'effectivement, on a peut-être fumé le calumet de la paix. Mais voilà qui récidive et cette fois-ci de manière particulièrement violente. Alors là, nécessairement, il y a eu une réunion du bureau politique aujourd'hui, il fallait en tirer les conséquences. Ici, c'est qu'on a constaté, au fait, on a fait le constat d'une auto-exclusion. C'est le mot qu'il faut employer. Le PALU, votre allié, on peut le dire comme ça, oui, l'allié de la majorité, a agi par anticipation en écartant Mouzito à cause de ces tribunes qui déstabilisent ou qui ont par moment, même si à l'intérieur il y avait des analyses un peu qui tenaient debout, mais le fait qu'il ait pris des options contraires au parti, eh bien ça l'a emporté. À l'AMP, vous n'avez pas anticipé. Comment trouvez-vous, quelles leçons vous tirez de la gestion de la majorité présidentielle? Alors, pour l'instant, il faut dire qu'on a trop tardé. Je crois qu'il y a eu une grande lenteur dans la prise des décisions à l'encontre des personnalités qui ont posé des actes qui sont anti-majoritaires. Je pourrais même dire que c'était des actes de rébellion, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais et cette fois-ci, je pense qu'il ne faudrait plus perdre du temps parce que là, c'est au contraire, c'est à l'encontre même des intérêts même de la majorité et même de l'autorité morale que nous sommes censés devoir soutenir. Donc cet acte, à mon avis, nous allons en tirer les conséquences qui s'imposent par rapport à la conduite même des membres de la majorité pour l'avenir. D'ailleurs, le secrétaire général de la majorité l'a rappelé lors de la réunion et a tiré l'attention sur le fait qu'un acte pareil ne doit plus être reproduit pour soutenir effectivement la majorité